IDFM 98 de la Bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Léna Favre, ce soir pour l'envol vers soi aux éditions Mama Édition. Léna, bonsoir. Bonsoir Joël. On peut dire que vous êtes un guide, une guide. Eh ben, en fait, je suis actuellement canal, donc on dit channel souvent. Je vois et j'entends. Alors, ça a commencé à l'âge de 4 ans à peu près, mais à cet âge-là, je ne faisais qu'entendre. Et en fait, le fait d'associer les images à l'audio, enfin à ce que j'entendais, est venu il y a quelques années, pas à pas, en fait. Tranquillement. Et aujourd'hui, en fait, j'entends, je vois et j'ai aussi des ressentis physiques lorsque je canalise pour des personnes. C'est-à-dire, par exemple, que si il y a quelque chose dans le corps au niveau de la personne qui dysfonctionne, je vais avoir exactement la sensation au niveau de mon corps à moi de ce qui peut se passer chez elle. Voilà. Donc ça, c'est plus un indicateur aujourd'hui pour moi que quelque chose que j'utilise vraiment. Et j'essaye même de le faire taire un peu parce que parfois les symptômes peuvent être un peu compliqués à vivre. Donc je l'utilise vraiment comme un indicateur en laissant passer et en disant que ce n'est pas à moi et que ça doit juste me donner une indication, justement. Alors comment ça a commencé bizarrement finalement, puisque je suis née moi dans une famille où tout ça est complètement étranger, c'est-à-dire que je pense avec de la hauteur et du recul, avec l'âge, que mes parents étaient des gens tous les deux très intuitifs et très connectés, mais c'est quelque chose qui faisait peur, donc on l'a toujours tu. Et j'étais celle qui, dans la lignée, avait ce don-là. Donc au début, je pensais que tout le monde l'avait, j'entendais des choses, je voyais des choses. Et puis petit à petit, je me suis aperçue qu'autour de moi, j'avais pas cet écho-là et que les gens me trouvaient très étonnante dans ce que je disais. Donc, je l'ai fait taire quand même pendant un certain nombre d'années et j'ai choisi, comme beaucoup de personnes qui ont ce don-là, de me suradapter un petit peu dans quelque chose d'assez classique dans mes études et dans mon parcours. J'ai fait des études en étant très bonne à l'école parce que j'avais des parents enseignants et que c'est ce qu'il fallait à l'époque. Mais en même temps, tout le temps avec une grande originalité, des tas de choses qui différaient dans ce que j'étais, puis vraiment une forte affirmation de moi quand il fallait choisir une orientation, une filière, quelque chose comme ça. Donc la seule chose que je pouvais faire à l'époque, c'était du social, puisque moi, ma fibre, c'est vraiment l'accompagnement, la transmission, l'écoute, etc. Donc j'ai fait une carrière en fait dans le secteur social, où d'abord j'ai été travailleur social, ensuite j'ai été chef de service, ensuite j'ai été directrice de structures socio-culturelles, et puis après coach et en même temps enseignante dans différents établissements sociaux. Mais en même temps, ma particularité quand j'étais sur le terrain, c'est que quand quelqu'un venait me voir, à chaque fois, je savais déjà avant ce qu'il allait me dire ou je percevais des choses sur sa vie qu'il ne m'avait pas dites. Alors ça m'a aidée parce que ça me permettait de tenir compte vraiment de la fibre de la personne. Et comme je suis vraiment quelqu'un qui suis très très sensible et puis très sensible à l'autre aussi, de savoir ce qu'il fallait dire, comment il fallait le dire, à quel moment il fallait le dire. Et du coup, à contrario, rentrer dans un moule très administratif, quand on est comme ça, il arrive un moment, ça coince et c'est plus possible. Donc, il y a un moment où je suis sortie de tout ça et où vraiment j'ai commencé, même si je le faisais déjà en parallèle, à vraiment ne faire que de la canalisation, du soin, de l'accompagnement, etc. Mais je pourrais présenter un peu mon activité après, si vous voulez. C'est venu crescendo, j'ai commencé un peu par la canalisation en fait. Et puis après est arrivé en fait des soins énergétiques et de reconnexion vibratoire sous hypnose qui sont un peu la résultante de tout ce que je suis aujourd'hui et qui permettent vraiment d'aider à la personne à décristalliser en elle tout ce qui coince encore dans le générationnel, dans le personnel, dans tout ce qui remonte actuellement, pour vraiment retrouver avec fluidité son chemin. Donc, je suis vraiment une facilitatrice, en fait. Mais tout ça, je pourrais le préciser si vous le souhaitez un peu après. Oui, donc vous avez arrêté de travailler dans le privé il y a combien d'années? Et ça fait 4 ans. Oui, Ouais, c'est ça fait 4 ans, mais avant, je faisais les deux en binôme et je demandais à mes guides, mais pourquoi je peux encore pas partir de là, etc. Et on me disait, mais tu as encore quelque chose à faire. Alors, c'est vrai que j'ai été assez innovante dans ce que je faisais. J'ai tout le temps été celle qui n'était pas forcément, alors d'un côté, très bien perçue parce que je faisais des choses, des projets, des choses que les autres n'osaient pas faire.
puis d'un côté un petit peu dérangeante parce que ma manière de travailler avec les gens était complètement différente. Je montais des projets avec des allocataires du RSA qui étaient très innovants. On a fait des défilés de mode, on a fait des rallyes en voiture pour aller faire plein de choses. Voilà, j'ai fait plein de choses dans le socio-culturel, j'ai organisé des concerts, etc. Mais à un moment donné, je faisais mon activité encore à côté, c'est devenu trop étroit pour moi et là, il a fallu que je m'en aille. Vraiment, j'étais plus en adéquation intérieurement avec le point institutionnel et ce qui était attendu à cette époque. On va peut-être parler un peu du livre. Alors, d'abord, qui sont vos guides? Alors ça, c'est la question piège à chaque fois. Non, je rigole parce qu'en fait, c'est vrai que quand on dit collectif, à chaque fois, j'ai la question, c'est quoi ce collectif? Alors, je vais dire tout de suite quelque chose qui fait sourire à chaque fois. Je suis quelqu'un de très ancré, moi, et de très perché à la fois. C'est-à-dire que vu que je vais chercher les infos assez haut, forcément, il faut être connecté, mais je suis quelqu'un qui est bien les pieds dans la terre et qui pense que la spiritualité n'a un intérêt que si elle permet aux personnes de mieux vivre. Donc, c'est pas l'utilité de se gargariser avec des tas de concepts si ça n'a pas d'application directe. Donc, le collectif, c'est un ensemble de guides de lumière, hein, c'est-à-dire qui c'est des guides de lumière? C'est c'est difficile à expliquer, des personnes qui sont plus incarnées, qui ont eu énormément de vie terrestre et qui m'accompagnent. Alors, j'ai pas les mêmes guides dans le perso pour moi et quand je travaille avec les gens. Et dans ce collectif, il y a des maîtres ascensionnés, il y a des guides de lumière et, alors ça peut faire sourire, mais il y a aussi des guides qui viennent d'autres dimensions, puisque c'est un peu ma particularité aussi que de capter d'autres dimensions un peu stellaires. Alors ça, c'est le collectif. Et puis, Pastor est un guide qui a eu beaucoup d'incarnations terrestres, mais pas récemment, et qui s'était exprimé j'étais jeune et j'ai eu la chance d'aller d'ailleurs écouter cette médium. J'avais 20 ans, dans les années à peu près 80, où il s'exprimait à travers une médium uniquement sur de l'audio. C'était qui la médium? C'était Ghislaine, elle s'appelait, c'était une médium qui était de Haute-Savoie, en fait, qui a capté, en fait, pendant une bonne vingtaine d'années des messages qui étaient très collectifs, elle. Et puis, à un moment donné, moi, quand j'ai commencé à capter, j'entendais donc ce pasteur. Donc, j'ai bien vérifié, hein, parce qu'il faut quand même bien faire attention aussi quand on capte, à qui on capte et à ce qu'on capte, pour m'apercevoir qu'il parlait quand même relativement similairement à la manière dont il s'exprimait à travers Ghislaine. Et comme je ne crois pas au hasard, c'est vrai que moi, j'avais beaucoup suivi toutes ces conférences il y a quelques années, puis tout perdu parce qu'elle s'est arrêtée et il s'est réexprimé à travers moi. Alors, c'est un guide qui a énormément d'humour, hein, qui est très concret, très terre à terre. On le voit dans le livre, il ramène toujours à la terre. Ce qui est d'ailleurs amusant, c'est que tous les guides ont beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour et d'amour aussi. Voilà. Alors, quand vous dites je vais chercher les infos très haut, vous allez les chercher ou ils vous les envoient? Il me les envoie, mais ça demande, alors c'est là que ma vie, en fait, j'en comprends le sens à l'âge que j'ai maintenant, c'est que depuis petite, j'ai toujours eu besoin d'avoir une hygiène de vie extrêmement presque drastique, hein. C'est-à-dire jamais ou pratiquement jamais d'alcool, jamais de tabac, une alimentation particulière, etc. Et ça, c'est lié aussi à ce qui est attendu de moi pour que je puisse être un canal suffisamment fluide. Donc, quand il m'envoie les infos, je suis vraiment dans un état particulier, mais ce qui questionne aussi les gens, et c'est ainsi, donc je ne vais pas l'inventer, hein, c'est que je n'ai pas besoin de me mettre ni dans une transe, ni dans un état particulier. Il suffit que j'ai la voix de la personne et je connecte. Ça suffit. Pour les séances individuelles. Et pour le collectif, je me mets devant mon ordinateur, je me centre, et ça arrive. Et parfois, ça arrive à n'importe quel moment de la journée, ce qui est assez compliqué. Donc, du coup, maintenant, je me balade avec un petit enregistreur parce que quand les messages viennent, c'est là qu'il faut les recevoir. Et si je réécoute un quart d'heure après que je ne suis pas dans le même état vibratoire, les messages ne sont pas aussi fluides. Et alors, vous les entendez dans votre tête? C'est une voix? Comment ça se passe? C'est très compliqué parce que ça aussi j'ai découvert, alors c'est presque drôle hein, parce que depuis petite j'entends, puis à un moment on me disait tu vas être Chanel, et je me disais mais qu'est-ce que c'est être Chanel? Parce que voilà, c'est comme si, alors c'est difficile à expliquer, c'est comme si quelqu'un parlait dans notre tête, mais on sait que c'est vibratoire, c'est-à-dire que maintenant même parfois il me parle à 2 ou 3 en même temps, c'est ce qui est extrêmement fatigant.
Donc, je fais calmer les choses pour qu'ils prennent la parole les uns après les autres. Et c'est vraiment quelque chose où on sent que ça vient d'ailleurs. J'ai l'impression que c'est des sortes... alors, je suis pas physicienne du tout, mais certains pourraient certainement l'expliquer. C'est une sorte de code. En fait, ça arrive en code vibratoire électromagnétique et ça se transforme en mots à travers nous, en fait. C'est ça. C'est pas une voix comme je vous entends là. C'est autre chose et ça se met en mots après petit à petit. Pareil, par contre, les images, elles sont très claires. C'est des choses très imagées, très symboliques, qui peuvent, on peut pas rater le sens que ça a. Par exemple, quand je canalise quelque chose de collectif et qu'on me montre tout ce qui est encore très très lourd là autour de nous en ce moment, ben on va me symboliser une sorte de chape de plomb dans le ciel, quoi. Ça va être des choses comme ça. Puis après, on va l'expliquer en mots. Justement, on va parler du livre alors. Au départ, ça parle un peu du virus. Il faudrait ne pas trop en parler, puisque si on en parle trop, finalement, on l'active. Vous dites qu'il a une fréquence de 5 à 15 Hertz et qu'il faudrait vibrer au-dessus, que la Terre vibre à 28 Hertz en général, avec des pics à 50, voire à 80. Comment savez-vous que ce virus vibre de 5 à 15 Hertz? Ça, je l'ai croisé avec des amis scientifiques qui sont dans la physique quantique, qui arrivent à mesurer les fréquences. Après, je dirais que c'est pas le plus important. Quand j'ai écrit le livre, il fallait le dire, ça. Aujourd'hui, là, dans mon développement personnel, ce que je me dis, c'est que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Tout ça, c'est important de savoir qui vibre à tel hertz, que la Terre, elle vibre à tel hertz. Mais finalement, je dirais presque maintenant, on s'en fout. L'utile aujourd'hui, c'est vraiment que chacun comprenne que vu les puissantes énergies qui arrivent, et depuis que j'ai écrit le livre, je trouve que c'est encore bien crescendo, là, depuis quelques mois, ça s'active. On ne peut plus, en fait, ni se mentir à soi, ni mentir aux autres. C'est-à-dire qu'on est propulsé individuellement vers qui on est vraiment. Et à partir du moment où on résiste, ça crée des malaises, que ce soit des choses internes, des sensations de mal-être. J'ai beaucoup de personnes qui m'arrivent qui sont très, très mal, perdues, etc. Ou des malaises physiques. Et dans le collectif, ça produit de toute façon un chaos. Ce qui se passe actuellement au niveau sanitaire, moi, je n'ai pas à juger ni à dire quoi que ce soit de là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose de collectif qui nous impacte parce qu'il faut qu'on comprenne certaines choses. Ça, c'est une autre lecture qui est plus spirituelle, qui est qu'on ne peut plus continuer à fonctionner comme on fonctionnait. Et puis aussi, on peut compter que sur nous-mêmes à l'intérieur pour progresser, si je peux dire comme ça, avancer. On a été confinés, on s'est tous retrouvés face à nous-mêmes à un moment donné. Il a fallu aller puiser au fond de nous les ressources. Et ce virus, s'il a un sens spirituel, c'est presque celui-là, quoi. C'est de nous conduire à nous dire qu'on ne peut plus compter seulement sur ce qui est autour de nous, mais surtout et avant tout sur ce qui est à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça qu'il y a tellement d'impact actuellement. Alors moi, j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui sont touchés de toutes les manières qu'elles soient. Mais je me dis que si on veut aussi s'en sortir, il faut qu'on dépasse ce stade-là, c'est-à-dire qu'on aille chercher le sens qu'il y a derrière. Et pour monter en énergie, il suffit de faire quelque chose, c'est très simple finalement, parce que moi je suis quand même très concrète dans ce que je dis, c'est faire le ménage à l'intérieur de nous. Alors il y a au moment où j'écris le livre, on pouvait se permettre encore de pas vouloir aller voir certains trucs, de mettre le mouchoir sur d'autres. Aujourd'hui, on va racler les fonds de tiroir, c'est-à-dire que on peut pas ne pas voir ce qui ne colle plus dans notre vie. Il est là le truc. Et du coup, chacun, que ce soit à titre perso, moi je vois bien dans nos familles ou dans... Il y a des personnes, ça tape dans la famille, beaucoup d'entre nous. Il y en a d'autres, c'est sur la santé. Il y en a d'autres, ça va être d'un seul coup le travail qui n'est plus au rendez-vous ou elles qui vont envoyer tout en promener parce que ça colle plus avec ce qu'elles ressentent. En tout cas, c'est le moment d'aller faire le ménage pour pouvoir passer sereinement cette période. Ça, c'est certain. Vous dites qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous se manifeste sous son vrai jour. Ça, c'est sûr qu'on est confronté à nos propres peurs. Il faut prendre ce moment d'arrêt comme un cadeau, ne pas juger les autres, mais aller vers soi. Et vous dites que pour accroître sa fréquence vibratoire, il faut passer par soi-même. Alors, comment faire sur le plan émotionnel? Il faut faire un tri. Ouais, il faut faire un tri sur le plan émotionnel. Alors, comment on fait? Déjà, ce qu'il faut se demander, c'est... Alors, j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui me disent
Ah, mais je peux pas changer ma vie parce que sinon je vais faire souffrir un tel, un tel, un tel autour de moi. Et puis, bah, je me résigne parce qu'en même temps, je peux pas leur mentir, etc. Et je leur dis, mais et vous, est-ce que vous vous mentez pas à vous-même? C'est-à-dire que l'essentiel dans l'émotionnel, c'est de se demander, est-ce qu'on est vraiment juste avec ce qu'on ressent intérieurement de qui nous sommes et de ce que nous devons être et faire, puisqu'on est beaucoup dans le faire, hein, sur Terre. Est-ce que c'est encore juste tout ça? Et puis, il y a un deuxième point qui est extrêmement important, c'est est-ce que ce que l'on véhicule dans notre vie, que ce soit concrètement ou dans l'émotionnel, c'est nous ou c'est un diktat générationnel, une éducation, un conditionnement, des peurs, etc. C'est aller vraiment faire presque prendre chaque point, hein, alors seul ou accompagné, c'est peut-être difficile parfois de le faire seul, pour aller voir ce qui coince dans le générationnel, dans le personnel, dans notre histoire de vie, là où ça fait mal, là où on a choisi de faire le caméléon parce que c'était plus simple pour nous à ce moment-là, etc. Et puis arriver à aimer aussi tout ça parce que il s'agit pas de se flageller, de se dire je me suis planté, je n'ai pas bien fait, etc. Ça sert à rien. C'est comprendre que si on a fait comme ça, c'est qu'on en a appris quelque chose. Et puis aussi, et c'est là que je parle de compassion pour les autres, c'est comprendre que il y a beaucoup de personnes, si elles font comme elles font, c'est qu'elles sont pas, alors capables, pas au sens humain, mais pas prêtes, je dirais, à faire autrement. Pour le moment, elles peuvent pas. Mm. Donc, on peut pas juger chacun là où il en est, hein, puisque moi, la vision que j'ai, elle va au-delà de cette vie-là. Donc, on a eu plein de vies, on a vécu plein de choses, on est né dans une famille particulière qu'on a choisie pour venir apprendre quelque chose. Tout ça, ça impacte forcément qui nous sommes au niveau émotionnel. Mais en tout cas, l'émotionnel est très, très, très mis à mal en ce moment parce que justement, les personnes ont l'impression, et moi j'ai des gens de tous âges, hein, même de plus de 70 ans, d'un seul coup, elles se disent, mais finalement, j'ai pas fait du tout la vie que je voulais mener, quoi. Et c'est ça qui mène à la déprime après, hein. C'est l'impression d'avoir joué tout le temps le rôle de quelqu'un d'autre. Moi, je dis d'avoir marché dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Oui, c'est souvent ce qui se passe au moment de la mort. On se dit qu'on n'a pas fait ce qu'on avait à faire. Deuxième partie de C'est au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM avec Léna Favre. On parle de L'envol vers soi, qui est un livre publié chez Mama Édition, un très très gros livre, presque 500 pages. Qu'est-ce que la nouvelle terre? Vous parlez de la nouvelle terre, on entend parler de cette nouvelle terre. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle terre? Alors, avant de m'exprimer là-dessus, je voudrais juste dire deux mots sur l'épaisseur du bouquin. Quand je l'ai capté, ce livre, ce que les guides ont dit, et je le dis pour les personnes qui le liront, c'est que c'est pas un livre qu'il faut lire encore avec notre mental, c'est-à-dire intellectuellement parlant. C'est un livre donc qu'il faut lire sans chercher à tout comprendre en première lecture, pour s'imprégner vibratoirement, puisque le retour que je commence à avoir des personnes, c'est que ça nous propulse un peu ailleurs, hein, alors que chacun dans des manifestations différentes. Et puis, dans la deuxième lecture, il n'est pas écrit, on a vu, hein, par chapitre, mais par thématique, pour qu'il soit, et c'est vraiment ce qu'il est, un manuel pratique, un cahier d'exercice. C'est-à-dire que c'est un bouquin qui est difficile à lire, moi je pense en numérique seulement, parce qu'en fait, ou alors faut surligner, en tout cas, faut écrire dessus, faut sentir des choses, etc. Donc c'est un gros pavé, mais finalement c'est un pavé qu'on garde à côté de soi longtemps et sur lequel on va revenir par moment avec une lecture différente. Donc sur la nouvelle terre, moi c'est un concept que j'utilise pas parce que aujourd'hui, de ce que je capte et de ce que je reçois au quotidien, il n'y a pas une seule terre, je dirais qu'il y a presque autant de terres que d'humains. C'est-à-dire que oui, il y a l'ascension. Alors je dirais deux mots sur ce qu'on appelle l'ascension. Il y a cette puissante poussée vibratoire qui nous tire ailleurs. Et il y a chacune des personnes ici incarnées, en fait, qui réagit à sa manière à tout ça. Par contre, ce que je vis moi-même et où on peut parler de nouvelle terre, c'est qu'arrivé à un moment vibratoire particulier de notre vie, on se rend compte qu'on parle plus le même langage que d'autres personnes, qu'on se comprend plus, qu'on a l'impression d'être ici, pas ici en même temps. Il y a plein de perceptions qu'on n'avait pas avant. Et lorsqu'on parle, et ça moi je le vis très fort depuis petite, on a l'impression que les autres, ils nous regardent avec des grands yeux, d'un air de dire, elle sort d'où celle-là, elle raconte quoi, etc. Donc la nouvelle Terre, c'est vraiment ce monde vers lequel on va, qui est un monde, alors ça fait petite fleur, hein, mais je suis pas du tout là-dedans pourtant,
un monde où les valeurs, c'est simplement l'amour, le respect des autres, la compassion, la coopération, la collaboration, et puis plus la peur, la compétition, jouer des coudes, écraser l'autre, essayer de produire toujours plus, de vendre toujours plus, etc. Hein, c'est vraiment la fin de ce monde-là. C'est aussi donc la fin d'un monde de dualité, hein, où on pense blanc-noir, vrai-faux, etc., pour aller vers un monde d'unité où les choses, elles sont tout simplement, où on est tout simplement et on partage ce qu'on est. C'est vraiment ça. Chacun dans notre différence. Parce que, juste pour terminer, pour moi, j'ai choisi de faire ce que je fais dans cette vie, hein, donc de canaliser, d'être là au service des guides et des autres pour transmettre. Mais je côtoie des personnes qui sont, alors je vais taper fort, hein, commerciaux, banquiers, restaurateurs, artistes. Dans tous les domaines, il y a des gens qui sont des réveilleurs de flammes, des éclaireurs, des gens qui sont là pour tirer ce monde vers autre chose. Le métier ne fait rien à l'affaire. Oui, c'est un peu ce que vous dites, la famille de lumière. C'est ça. Vous vous intitulez maintenant électromagnéticienne et vous parlez de Claudine qui est devenue Léna. Ça, c'était compliqué pour moi parce qu'à un moment donné, en fait, ça fait, alors attendez, 22 ans à peu près de ça, où j'ai commencé à comprendre que ce prénom-là, en fait, il résonnait plus pour moi. Claudine, c'est mon prénom terrestre. C'est vraiment ce que j'avais à venir travailler moi en tant que personne incarnée dans la famille où je suis venue. C'est vraiment ma vie perso dans toute l'histoire que ça a. Mais celle qui capte, celle que je deviens aujourd'hui, c'est vraiment Léna qui rassemble à la fois ce que je suis sur un plan. Alors bon, là aussi, je n'aurais pas faire sourire parce que je suis quand même très concrète aussi, mais terrestre, mais pas que. C'est-à-dire que pour moi, on n'a pas que des vies terrestres, on peut avoir des vies sur d'autres dimensions également. Et Léna, c'est celle-là, c'est celle qui a la tête dans les étoiles, hein, et qui sert en fait d'intermédiaire, pas que par la parole, mais vibratoire, pour que les guides, je dirais, puissent faire le boulot qu'ils ont à faire et permettre à chacun d'avancer en ce moment. C'est vraiment ça. Ça, c'est Léna. Claudine, elle a ses problèmes comme tout le monde dans sa vie. Elle patauge comme tout le monde avec des tas de trucs qu'elle continue à nettoyer, etc. Hein, parce que ça aussi, l'image de... Je voudrais aussi ôter, moi, cette image des spiritualistes ou des thérapeutes à qui on dit il faut vraiment que tu aies donne l'impression de tout avoir réglé dans ta vie, etc. Moi, j'éclate de rire. Enfin, on est des êtres humains, tous, hein, quoi qu'on fasse, qui qu'on soit. Moi, tous les jours, je continue à œuvrer sur moi, à aller chercher des choses, à comprendre des choses dans cette vie et dans d'autres pour justement essayer d'être un canal qui capte de plus en plus haut. C'est vraiment ça. Alors, est-ce qu'on peut être aidé par ce fameux réencodage? Ouais. Alors, ça aussi, bon, la physique quantique, alors moi, j'ai un parcours très, très littéraire, hein, des études universitaires dans le social et dans le littéraire. Et en fait, ce livre, il m'a poussé à travers ce que je captais à la physique quantique. Alors, c'est un paradoxe parce que j'étais réfractaire à tout ça très jeune. Enfin, pas à la physique quantique, mais à tout ce qui était scientifique tel que c'était présenté à l'école, en tout cas. Et vraiment, là, aujourd'hui, moi, ce que je ressens, c'est que cette puissance, enfin, cette lumière-là qui arrive, hein, qui est pleine de photons, hein, d'énergie solaire et puissante, hein, elle bouge notre ADN. C'est-à-dire que ça, les physiciens quantiques sont en train de l'expliquer. Hein, ils parlent de junk ADN. On avait 2 brins activés et on en a 12 potentiellement qui peuvent s'activer. Et ben, c'est ces autres brins qui sont pas si junk que ça, hein, donc pas si poubelles que ça, puisqu'ils peuvent s'activer petit à petit sous l'effet de cette lumière. Et quand l'ADN s'active, ça nous change dans notre manière de percevoir le monde. C'est comme ça que ça se passe. Par contre, l'ADN que l'on a physique, il est la résultante aussi de notre héritage familial, de nos pensées, de la manière dont on voit le monde, de ce qu'on mange, de ce qu'on respire, donc aussi de tout ce qui nous entoure au niveau ondes. Ça, c'est l'ADN vraiment physique. Néanmoins, plus on s'élève vibratoirement, plus notre ADN est nettoyé de tout ce qui était coincé, bridé, etc. Et on est acteur, puisque ces nettoyages-là, c'est aussi nous qui le faisons en allant chercher dans nos poubelles tout ce qui est plus à conserver. Et du coup, là, on monte en énergie
et on arrive à accéder à d'autres plans, quoi. Et du coup, moi, dans mes séances, alors je vais raconter un petit peu ce qui se passe parce que c'est intéressant d'être dans le concret. Quand je travaille en nettoyage énergétique et en reconnexion vibratoire, pourquoi je dis que je suis électromagnéticienne? Alors, c'est un grand mot, mais il faut mettre des mots sur terre, malheureusement. C'est que l'énergie qui passe pendant la séance, elle est tellement puissante que la personne, si ça passait pas par quelqu'un qui fait transfo, parfois, elle pourrait pas le supporter. Quand on fait nos séances, c'est à la fois très bienveillant parce que les gens reçoivent exactement ce qu'ils ont besoin, mais en même temps, comme ils me disent, alors les hommes, ils sont très carrés, je pense à ça casse du bois. J'en ai un, il m'a dit il y a pas longtemps. C'est-à-dire que ça propulse ailleurs, ça nettoie tellement que on se retrouve ailleurs qu'on était avant. Et du coup, moi, je fais tampon, si on peut dire, dans tout ça. Je fais tampon, je modère, j'aide à l'assimilation. Et ça, je l'ai découvert. C'est les personnes qui me l'ont renvoyé, notamment un médecin qui était venu me voir pour une séance à un moment donné, qui m'a expliqué des trucs. Mais c'est vrai que ça se fait à travers moi. Je cherche pas à me dire ce matin, il va falloir que tu fasses ça, quoi. Ça se fait. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un en face de vous par Zoom, comme en ce moment, par exemple? Non, dans les séances que je fais, il y a 2 temps. Il y a un temps qui est régressif. Alors, je dis régressif parce que pour ceux qui ont cette ouverture d'esprit et cette croyance-là, parce que chacun est libre de penser ce qu'il souhaite, on va se balader dans le temps et l'espace. C'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas les croyances, et c'est pas moi qui décide, ça se fait instantanément tout seul, qu'on peut avoir plusieurs vies, on va aller voir dans cette vie-ci des moments de notre vie où il y a eu des blocages et on les pensait pas forcément, ces blocages. C'est-à-dire qu'on va se retrouver au moment de la naissance, dans la grossesse, à 4 ans, à 10 ans, à 20 ans, où il y a des moments où il y a eu des choses très, très puissantes qui nous ont marqués. Et la personne va avoir l'image de ce qui s'est passé ou elle va entendre elle aussi des choses dans sa tête. Et du coup, elle voit ce que c'est que d'être un peu canal à ce moment-là. Quand c'est trop bloquant et que la personne ne voit pas parce qu'il y a un gros trauma, des fois on travaille sur des gros trucs, ça passe à travers moi, me raconte l'histoire, me montre la scène, donc je la raconte à la personne qui souvent me dit ah bah oui c'est vraiment ça, etc. Et là, le fait de le ramener à la conscience, ça permet déjà de libérer le trauma. Et puis bon, moi j'ai des protocoles qui aident la personne après à libérer ça. Et on récupère tous les acquis de cette expérience, c'est-à-dire que même dans des choses très difficiles, on en comprend ce qu'on a venu en apprendre et comment ça nous a fait grandir. Et on laisse partir en fait tout le trauma. Donc ça, c'est la première partie. Puis pour ceux qui croient à ça, alors on est propulsé dans 1 à 3 vies antérieures, comme on dit, qui sont des vies où il y a eu des gros traumatismes qui expliquent des choses qui se passent dans nos vies actuelles. Parce qu'aller faire je dirais du sensationnel pour se balader dans des vies, moi je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller y chercher ce qui peut aider la personne à aller mieux maintenant. Et c'est typiquement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'elle va être propulsée dans une autre époque, dans un autre scénario. Il y en a même qui vont vérifier historiquement ce qu'on se raconte parce qu'ils retrouvent des choses où il s'est passé vraiment un gros truc qui était très, très traumatique souvent. Et là, on va le mettre en lumière, on va l'apaiser. Moi, je discute avec la personne qui était cette personne à l'époque. Je lui explique le sens, j'essaye de faire que la chose soit moins impactante. Parfois, on me demande au niveau des guides de même réécrire l'histoire différemment et en parlant à la personne pour qu'elle puisse passer au-delà de ce traumatisme. Et du coup, on le fait dans 1 à 3 périodes qui impactent soit nos fonctionnements répétitifs, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à sortir de fonctionnements répétitifs, on ne comprend pas pourquoi dans notre vie, malgré ce qu'on fait, ça bug tout le temps, ça n'avance pas, ça ne marche pas dans un domaine de vie. Parfois, ça vient du générationnel et parfois, ça vient des vies antérieures. Donc là, on va voir. Et puis, c'est vraiment aussi essayer de mettre du fluide pour que chacun retrouve en fait sa capacité à agir. Parce que, comme on pourra peut-être en parler, mais quand on parle de libre arbitre sur Terre, on n'a pas vraiment notre libre arbitre dans le sens où on est conditionné et par notre famille et par toute la culture dans laquelle on a grandi, le système scolaire, nos vies antérieures, nos blocages dans cette vie-là. Donc, pour être à peu près conscient de ce qu'on fait, moi, je dis, et je me rends compte combien moi, j'ai pu pas l'être aussi, à un moment donné, on est un peu, au départ, quand on n'a pas fait une démarche, comme un automate qui avance au radar et qui n'est pas conscient de tout ce qui le guide.
Et l'idée de ces séances, c'est vraiment d'aider la personne à nettoyer ce qui l'empêche d'être conscient, parce que souvent, c'est des grosses blessures, d'arriver à voir des choses qui… Moi, j'accompagne des gens qui ont vraiment vécu des trucs, qu'on dirait, graves sur Terre, c'est-à-dire traumatisants pour certains, mais qui arrivent du coup à le passer relativement sereinement et à reprendre leur cours de leur vie en lâchant la colère, en lâchant les énormes blessures qu'elles ont à l'intérieur, en lâchant et en comprenant surtout le sens, en fait. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, du coup, deuxième partie de la séance, on va voir tout ce qui s'est passé dans la vie de la personne depuis qu'elle est incarnée dans cette vie-là, en termes de santé. Alors, tous les gros trucs qui sortent de l'ordinaire ont un sens. En termes de générationnel, on va aller rendre visite à toutes les personnes du générationnel, vivant ou décédées, pour aller voir le message que la personne a à dire, pourquoi on a choisi ce père-là alors qu'il nous a peut-être fracassé, pourquoi cette mère, pourquoi ces enfants-là. On comprend en fait ce scénario qu'on a mis en place ensemble. Après, on va aller voir aussi tout ce qu'on appelle le contrat d'âme, c'est-à-dire ce qu'on dit sur Terre, notre travail. Alors, ça va bien au-delà, hein. Mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Et puis, pourquoi ça bloque dans d'autres domaines comme l'argent, etc. Voilà. C'est vraiment des séances qui durent 3h30 au total, mais qui sont comme une deuxième naissance. Alors, je dis aux gens, vous allez mettre un antivirus dans l'ordinateur et vous allez faire un reset. C'est ça, à peu près. Une différence entre mission d'âme et contrat d'incarnation. Ouais. Alors, le contrat d'incarnation, c'est ce qu'on fait. Alors là, on va mettre un peu des mots autres. On décide, avant de revenir sur Terre, d'un point précis qu'on va travailler. Alors, tout à voir de toute façon avec l'amour. Parce que qu'est-ce que on est tous venus faire sur Terre? C'est apprendre qu'est-ce que c'est que l'amour. Après, on le décline tous différemment, hein, et on l'expérimente dans plein de vies différemment. Mais du coup, dans l'amour, ça peut être, dans cette vie, je travaillais le respect de moi. Apprendre à m'aimer, à me respecter. Bon, ça, on y passe quasi tous. Il y a la compassion pour les autres. Ça peut être apprendre à prendre soin de soi. Ça peut être s'investir pour le collectif. Ça peut être des tas de choses comme ça. Après, on choisit dans ce scénario-là les acteurs qui vont venir dans la pièce de théâtre. Nous, on est l'acteur principal. Donc, souvent, on ramène dans nos vies des personnes quand même qu'on a, au moins dans l'environnement familial proche, qu'on connaît déjà de vie en vie, avec qui on revient, mais dans des rôles différents. Et on convient ensemble. Alors c'est là que ça bug chez certaines personnes parce qu'ils se disent, purée, si j'ai choisi ça, c'est pas très juste. Mais on convient ensemble de quel rôle chacun va jouer et pourquoi on va jouer ce rôle-là. C'est-à-dire que ce que j'explique aussi aux personnes, c'est que dans une famille, par exemple, celui qui nous a peut-être le plus fracassé, ça a été peut-être le meilleur professeur pour nous. Pas dire que tout est excusable et qu'on a le droit de tout faire, hein. C'est pas du tout ça. Mais en tout cas, si on prend de la hauteur, il y a ça. Et puis après, donc pour travailler cet objectif, on a le choix. Et c'est pour ça que moi, quand je travaille en canalisation, je dis aux gens, mais ne me demandez pas ce qui va se passer, parce qu'il faut parler de ce qui peut se passer. Il n'y a que quelques points, des carrefours sur la route où là, il y a un stop et où il peut se passer des choses qu'on avait choisi de vivre et qui sont inéluctables. Mais globalement, il y en a très peu. Donc, on est sur une forme de route. Et pour arriver à atteindre notre destination GPS, notre objectif, on peut prendre soit les petites routes, soit l'autoroute. On peut y aller à pied, on peut y aller à cheval, on peut y aller en avion à réaction, on peut y aller, je dis, en soucoupe volante, en rigolant, mais c'est ça. C'est-à-dire que de ça, on est libre. Il y a des moments où nos guides nous disent, là, stop, tu es à un carrefour. Alors, on en est beaucoup de personnes aujourd'hui sont à un carrefour, là, dans cette époque ascensionnelle, où là, si tu choisis la droite et la gauche, ça ne va pas produire du tout pareil dans ta vie. Donc, pose-toi, prends conscience des tenants et aboutissants. Et moi, ce que je permets aux gens, c'est de les avoir sur une vision plus élevée, ces tenants et aboutissants, et décide en conscience. Donc, c'est le contrat d'incarnation, c'est vraiment avoir prévu de travailler quelque chose de précis et de le mettre en œuvre à notre guise. C'est libre après. Hein, c'est vraiment libre. Mais moins on est conscient, encore une fois, de ce qu'on fait, et c'est de la faute de personne, c'est comme ça demande une démarche on peut faire, moins on est acteur de nos vies, c'est-à-dire qu'on subit plus qu'on peut choisir. C'est vraiment ça. Et la mission d'âme, c'est vraiment le générique, c'est-à-dire la mission d'âme, c'est notre couleur personnelle, la note que l'on vibre, ce que l'on est de vie en vie, ça va au-delà.
Moi, par exemple, de vie en vie, je reviens dans l'accompagnement, le soin, la guidance, transmettre. Ça, c'est ma mission d'âme. C'est générique. D'accord, vous dites un peu plus loin que la dualité de notre humanité se manifeste dans les deux hémisphères de notre cerveau. Après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça, c'est amené aussi à changer. Hein. Le cerveau, c'est pas un organe de stockage, hein, comme il l'explique dans le livre. C'est un contacteur, c'est un connecteur avec quelque chose d'autre. Donc, à la limite, on n'a pas besoin, alors là aussi, je vais faire peut-être sourire, mais de stocker forcément dans notre cerveau, puisque la connaissance, elle est à disposition dans l'univers, à tous les niveaux, partout. Il suffit juste qu'on se connecte aux bons endroits au bon moment. Bon. Mais là, nous, on est très hémisphère gauche, hémisphère droit. Il y a les cartésiens, il y a les artistes, etc. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, ce qu'on doit être, c'est les deux réunis. C'est-à-dire, c'est passer au-dessus de tout ça. Il ne s'agit pas d'être évaporé et perché, puisqu'on s'est incarné, c'est bien pour concrétiser quelque chose là maintenant, à titre individuel et collectif. Hein. Mais en tout cas, c'est savoir jouer des deux côtés cérébraux, là, pour pas être juste dans l'un ou juste dans l'autre. Parce que de toute façon, d'un côté comme de l'autre, ça marchera pas. Ça marchera pas. C'est un organe de traitement d'ondes, le cerveau, en fait. Troisième partie de cet au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM. Sur le 98 de la bande FM, on continue avec Léna Favre. Je résume un peu des points de votre livre. Les événements arrivent par vagues. L'importance pour nous, c'est de surfer dessus. L'ascension en cours se déroule comme prévu. La cinquième dimension est l'expérience de l'unité. L'ADN humain est un Internet biologique continuellement mis à jour. C'est peut-être un peu pour ça que de temps en temps, on a une impression de déjà vu. La grande lessive est en route et on va parler de la glande pinéale, une antenne radar. Est-ce que vous pouvez nous parler de la glande pinéale? Est-ce que tout passe par là? Non, mais non. En fait, c'est une antenne radar, mais c'est pas la seule antenne que l'on a pour être relié à l'univers, à tout ce qui est plus vaste, etc. Alors, je voudrais juste avant revenir sur la 5D. Au moment où j'ai écrit le livre, les guides voulaient vraiment que je puisse préciser ce que c'était ces dimensions, parce que c'était très en vogue de lire, d'entendre. Ça y est, on va en 5D. Alors, on aurait dit que c'était une destination finale hein, dans laquelle, une fois qu'on était là, on était sauvés. Alors, c'est pas du tout ça. Hein, là, c'est un mouvement. Hein, et la 5D, c'est juste une étape vers quelque chose d'autre encore après. C'est juste le moment où on a compris, en fait, et réussi à quitter la dualité pour être dans un autre espace où on fonctionne différemment, dans une forme, en fait, d'unité. Hein, la 4D, juste avant, c'est une gare de transit où on n'a pas encore vraiment choisi, où il y a encore des peurs, où il y a encore l'ego très, très puissant. Dans la 5D, je ne dis pas qu'il n'y ait plus l'ego, mais en tout cas, il y a un sentiment d'unité, tout ça a été transcendé et on va vraiment vers quelque chose de complètement différent. Alors moi, je suis pas scientifique pure. Hein. Quand je capte, je redis ce qu'ils me disent. Et c'est vrai qu'après, je me dis, t'as écrit ça. Bah oui, hein, ça passe à travers moi. Mais la glande pinéale, oui, c'est l'antenne qui nous permet vraiment d'assimiler alors ces énergies-là. Mais elle ne passe pas que par là. En ce moment, ça passe beaucoup par le cœur et par toutes les voies digestives. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui ont des problèmes, pancréas, foie, etc. Tout ce qui est les reins aussi. Enfin, c'est vraiment l'encodage, il passe par plein de parties du corps et pas que par là. Oui, c'est intéressant parce que d'un côté, on a 5D, de l'autre côté, on a 5G. Ouais, ça va ensemble. Les Alors, deux mondes, là, qui vont en même temps en parallèle, à nous de choisir lequel on veut, je dirais. alors pourquoi des fois on a l'impression de déjà vu ça, c'est une première Ouais. question. Et pourquoi aussi on a l'impression que tout s'accélère? Alors, il y a deux choses. Déjà vu, moi, je vais donner une double explication. Alors, en ce moment, pourquoi on a l'impression que tout s'accélère? C'est déjà parce que cette propulsion énergétique qu'on a fait que le voile, en fait, entre les dimensions est très, très fin. Moi, dans ma pratique, ce que je vois, c'est que quand je disais aux personnes, bon, il y a des chances que dans 6 mois, vous viviez ça, ou dans les 6 mois à venir, vous avez ça plutôt à travailler. Aujourd'hui, je peux plus mettre de temps. Ça peut être un mois, ça peut être un jour, ça peut être une semaine, on ne sait plus. Ça va très, très, très vite. Et d'ailleurs, c'est extrêmement fatigant qu'on en soit conscient ou pas pour chacun de nous, ça. On sent bien qu'on est propulsé hein, et que c'est pas très simple pour nous, ça.
Donc là, déjà, il faut vraiment se poser, s'ancrer, parce que moins on est ancré et plus on est ballotté au gré des vents. Alors, l'important, c'est de ne pas alimenter par le mental. N'alimentez pas le mental, il attend ou redoute un événement planétaire majeur. Ça, on est tous en train de se dire que ça va péter, qu'il va y avoir un grand reset, que bon, voilà. Donc, faut pas alimenter ce mental, puisqu'il attend ou redoute cet événement planétaire majeur. Donc, il faut faire attention à ce qu'on pense, éviter de se connecter à... Et comment éviter l'épuisement en cette période particulière? Parce que vous venez de le dire, on est fatigué. Comment éviter cet épuisement? On a une Alors moi, espèce de chape de plomb ouais. qui nous tombe dessus. Moi, j'ai envie de revenir aussi sur ce que vous disiez juste avant, c'est-à-dire que on sait que ce qu'on pense, même pas que ce qu'on dit, mais ce qu'on pense crée. Donc, si on est tous en train de nous dire qu'on va aller à la catastrophe, on a toutes les chances d'aller à la catastrophe. Et où moi, je suis très concrète dans ce que je dis et où je dis que les messages qu'on doit transmettre, tous les channels qui captons, c'est des messages qui doivent permettre aux personnes d'être plutôt rassurées et de comprendre qu'en fait, c'est en agissant chacun dans notre quotidien, à l'intérieur de nous, à notre, entre guillemets, chacun petit niveau, qu'on va changer les choses. C'est pas seulement, et là aussi, je vais pas forcément me plaire, mais tant pis, c'est aussi ce que je suis. Je suis chamane autant que canal, moi. C'est qu'il s'agit pas juste de se mettre en méditation toute la journée. Il faut vraiment qu'on soit dans nos vies quotidiennes, juste avec nous-mêmes, c'est-à-dire d'équerre avec ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de vivre, et d'équerre avec les autres. Si déjà on fait ça, on contribue à mener le collectif vers quelque chose de beaucoup plus fluide. La deuxième chose, c'est d'arrêter de juger. Bon, pas facile, surtout dans des périodes comme ça. Mais en tout cas, juger, ça alimente ce qui est négatif. Donc, de toute façon, en parlant de quelque chose qui ne nous convient pas, à la limite, on lui donne de la puissance. Donc, plutôt que de lui donner de la puissance et de l'alimenter, c'est plus intéressant de rayonner qui on est. Alors, c'est un peu voilà, pompant ce terme, pompeux, mais c'est vraiment rayonner qui on est dans le sens de, voilà, j'ose dire qui je suis sans être dans l'ego, voilà ce que je peux apporter, voilà qui je suis, et on le partage dans le respect, tout simplement. Ça, c'est important. Alors, pourquoi on s'épuise? Pour plein de raisons. Parce que déjà, on est super mis à jour continuellement par ces énergies-là. Donc, il y a des gens qui vont beaucoup dormir, ils ont de la chance, moi c'est l'inverse. D'autres qui vont dormir très très peu ou qui vont avoir l'impression d'avoir un sommeil tout chamboulé, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est très léger. Ça, c'est lié à tout cet encodage du corps. Ça travaille sur tous nos organes. Donc déjà, juste cette base-là, elle est fatigante. Au niveau individuel, dans nos vies, on dirait que ça bouge quand même bien fort pour beaucoup de personnes. Et le sociétal impacte encore nos vies. Et au niveau collectif, ça bouge. Donc, la meilleure chose à faire, c'est ce que nous disent aussi les guides. Je dirais pas que j'y arrive tout le temps, mais ça va être un enjeu. C'est d'avoir des temps pour se poser et se reposer, c'est-à-dire des temps seuls avec nous-mêmes, en train de faire. Moi, je dis, on peut méditer en faisant la cuisine, en allant se promener, chacun ce qui nous convient, pourvu qu'on soit bien, mais des temps de ressourcement avec nous-mêmes où tout simplement, je dirais presque, on fait rien, on pense rien et on se pose. Parce que à partir du moment où on est tout le temps dans l'agitation et dans le faire, on s'épuise, on s'épuise, on s'épuise, on s'épuise. Et tout à l'extérieur nous pousse à ça, Oui, on peut à aussi, s'agiter. oui, on peut aussi accompagner la danse de notre terre qui mute en dansant avec elle. On peut aussi aller C'est ça. danser, on peut aussi aller lâcher d'une manière physique parce que le problème du confinement, c'est on est coincé chez soi. Et Ouais. alors, Mais oui. qu'est-ce que vous dites de l'âme, de la mort, de l'âme or? Est-ce que vous pouvez nous parler du cordon d'argent? Là, pour moi, la mort, alors après, ça aussi, il y a ce qu'on sait, ce qu'on ressent, ce que j'entends. Puis après, il y a comment on le vit en tant qu'humain. Et ça, on s'y colle tous, de toute façon. La mort, c'est qu'un passage. Et c'est vrai que, bon, chaque nuit, on va faire une revue de jour. C'est marrant d'ailleurs ce mot, une revue de jour. Et donc, on quitte notre corps, mais on est maintenu relié à ce corps par ce cordon d'argent, qui ne seront vraiment que au moment de la mort et encore quelques jours après vraiment le moment où on décède physiquement. Mais ce qui est intéressant à comprendre, c'est que toutes les nuits, alors quand on en est conscient,
Et ce qui est intéressant aussi à dire, c'est qu'on va être tous de plus en plus conscients. Je dirais qu'on est tous médiums, c'est-à-dire qu'on a tous des flashs. D'un seul coup, il y a des moments de notre journée, on va prendre conscience de quelque chose comme si c'était une évidence. Et ça nous est soufflé par nos guides, par exemple. Et quand on ne peut pas encore faire ça, ben, la nuit, on sort de notre corps, on va faire une sorte de débrief avec nos guides, de voir où on en est, de voir ce qui colle pas, discuter avec eux ce qu'on aimerait réajuster. Et tout ça se fait pendant la nuit. Et du coup, c'est intéressant aussi d'en être conscient parce que moi, je travaille aussi avec des personnes maintenant, et je vais travailler de plus en plus là-dessus, à essayer de renégocier certaines choses de notre contrat d'incarnation avec nos guides. C'est-à-dire que ça, c'est possible aussi. Mais en tout cas, cordon d'argent, c'est ce qui nous maintient connectés avec là-haut et dans le corps, et ils seront au moment de la mort, quoi, juste un peu après. Voilà. Parlez-nous de la lumière photonique. Alors, les photons, en fait, c'est des particules qui sont très, très particulièrement puissantes. Et on nous dit d'ailleurs, là, aujourd'hui, et les guides nous disent qu'elles viennent du soleil central, qu'ils appellent dans le Halcyon. Donc, c'est vraiment des particules de lumière extrêmement puissantes qui sont faites d'un encodage tout particulier et qui viennent, en fait, complètement modifier notre structure énergétique. Alors ça, je l'entends pour l'instant. Je n'ai pas pu le vérifier. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'on est en train de passer d'une structure totalement carbonique du fait de ces particules-là à une structure qui va être faite de silice, beaucoup moins carbonée. Donc à voir dans les années à venir si on change physiquement. En tout cas, ce qu'on voit dans le concret pour beaucoup d'entre nous aussi, ce qui est fatigant, c'est qu'on change même dans notre manière de nous alimenter. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on pouvait manger hier, on ne peut plus les manger. Il y a des périodes où on peut manger certaines choses, d'autres pas du tout. Et tout ça, c'est lié avec tout ce qui se passe aussi à l'intérieur de nous, vraiment. Donc la lumière photonique est notre conscience source. Est-ce que c'est cette lumière, cette même clarté, moi je dirais plutôt, qu'au moment de la mort et du passage dans les NDE? Je pense que c'est la même source d'énergie. Après, là, de ce qu'ils me disent, c'est que ça mériterait vraiment d'être développé très profondément et beaucoup plus synthétique, enfin plus en détail. Oui, on peut dire que c'est la même origine de lumière. Après, dans le travail de ce que j'entends qu'elle a à faire sur le vivant, sur tout le vivant, parce que c'est pas que nous, c'est les animaux, c'est tout ce qui vit. Elle se manifeste différemment de la personne qui va voir toute cette lumière-là quand elle fait cette NDE, puisque là, la personne, elle est déjà propulsée vers cet ailleurs et que le travail, il se fait différemment. C'est plus du tout le même genre de choses qui se passe. Mais c'est la même source. Avec un grand S, et cette source, c'est la connaissance et la conscience. Et l'amour, ils nous disent beaucoup. La source, c'est Ah, mais l'amour. c'est que de l'amour, oui. Alors, le corps de lumière se crée peu à peu par la transformation du corps physique. Et alors, il y a des paliers, vous expliquez 12 paliers dans votre livre. Vous voyez, en plus, aujourd'hui, je dirais qu'entre le moment déjà où a été écrit le livre et de ce que les guides me disent aujourd'hui, ce qu'ils me disent, c'est ça doit vous permettre de comprendre ce qui se passe et de vous rassurer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de sortir de l'idée qu'on va tous faire le palier 1, le palier 2, le palier 3 jusqu'au 12. Il y en a, ils vont faire le 1, ils vont passer au 3, puis après ils vont revenir au 2, ils vont rester un moment, puis après ils vont aller direct au 4. Donc en fait, c'est vraiment propre à chacun, à ce qu'on ressent, à aussi au mouvement intérieur qu'on fait d'avoir envie d'eux ou pas envie d'eux. Il y a des périodes qui sont propices, d'autres pas. Tout ça, c'est vraiment lié à la manière qu'on a d'être aux commandes aussi dans tout ça. Ça se fait pas. Ce que je voudrais vraiment dire, c'est que les choses, elles se font pas malgré nous seulement. C'est-à-dire que c'est en accord, en collaboration avec nous, quoi. Consciente ou pas, en tout cas. Ouais, il y a quand même des moments où on se sent abandonné aussi. Ah ben oui, mais moi aussi. Moi aussi, parfois. Moi aussi, parce que ce que j'explique aux gens, je leur dis quand on est à premier de cordée, et je pense qu'on est nombreux, des premiers de cordée dans nos familles, professionnellement, etc. C'est-à-dire qu'on tire là, on assure derrière, mais il n'y a pas grand monde autour de nous. On a des grands moments de solitude. Je dirais que plus on avance, plus il y a des grands moments de solitude aussi. Et du coup, moi, ils me disent, mais va chercher les ressources auprès de tes guides de lumière. Maintenant, tu peux pas forcément les trouver qu'autour avec les personnes qui t'entourent, mais ça fait quand même du bien parfois d'avoir des personnes dans un corps physique qui nous
qui nous serre, qui nous prête dans les bras, etc. J'étais en train de penser aussi, moi, à cette solitude. Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui savent de quoi on parle. Je pense que l'avenir de l'humanité aussi, ça serait des communautés à l'ancienne. Donc sortir de cette solitude, parce que tout est fait dans notre monde en ce moment pour qu'on soit seul et coincé dans les maisons et qu'on puisse pas, à part Zoom maintenant qui nous fait, qui nous Ouais. rapproche, mais voilà, reconstruire des communautés, même si c'est compliqué, parce que dès qu'on est à 2 ou à 3, les choses sont difficiles à vivre. Mais j'ai l'impression quand même que c'est l'avenir, c'est pas la solitude, l'avenir. Alors là, je vais rebondir sur ce que vous dites parce que c'est vrai que moi, depuis l'âge de, allez, 20 ans, j'avais cette démarche-là. Donc, j'ai beaucoup essayé déjà de construire avec d'autres, hein, d'acheter un endroit, de faire des choses, de construire. Et puis, à cette époque-là, je me suis toujours heurtée, en fait, à quelque chose, et c'est pas un jugement, c'est qu'en fait, au final, les personnes, elles voulaient créer une communauté, mais reconstituer dans la communauté ce qu'il y avait déjà dans la société, avec les mêmes enjeux de pouvoir, avec les mêmes attentes, avec les mêmes choses comme ça. Donc, c'est pour ça que ça s'est jamais fait comme ça pour moi. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, pour moi, oui, ça, c'est l'avenir. Et après, chacun trouve la forme qui lui convient. Ça peut être aller habiter un hameau ou un endroit où on a des personnes qui nous parlent et avec qui on va construire quelque chose pour le collectif, parce qu'on est quand même aussi venu construire quelque chose pour le collectif. Ça peut être entré dans d'autres genres de communautés, quelles qu'elles soient. Moi, j'ai pas de jugement là-dessus, hein. À partir du moment où on garde notre libre arbitre et notre pleine conscience, justement. Mais c'est sûr que c'est l'avenir, ça. Et justement, ça parle de quelque chose qui est important à dire aux personnes, parce que ça, beaucoup en souffrent aujourd'hui aussi. C'est qu'à partir d'un certain moment, ce qu'on voit aussi, c'est que comme on a attiré dans nos familles des personnes avec qui, je dirais, on a quelque chose à travailler ensemble. Et à un moment donné, c'est possible aussi que des gens qu'on aime très fort s'éloignent de nous et qu'on ne comprenne pas pourquoi, ou choisissent un chemin qui peut-être même va les amener à une forme d'autodestruction, et on ne peut pas choisir à leur place parce qu'ils ne peuvent pas. Et ils nous appellent ça le détachement humain. Donc, en gros, pendant ce temps que dans les familles, ça tape fort, eh ben, il y a des regroupements de personnes qui sont, ils disent que c'est les âmes, ouais, les communautés d'âmes, hein, qui se retrouvent aujourd'hui, mais c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on trouve des personnes qu'on connaissait pas hier, avec qui ça tilte, et c'est cette réunion-là, moi, que j'appelle la chaîne de lumière, hein, qui se tisse. C'est vraiment ça. Mais pour ça, il faut aussi être prêt à vivre, et c'est pas simple, parfois la sensation de laisser derrière quelqu'un qu'on aime très fort parce qu'il nous convient plus, quand c'est dans le couple, ou si c'est un enfant parce qu'il prend un chemin où il a besoin d'aller expérimenter des choses en se fracassant et que nous, on peut pas le sauver malgré lui. Bon, bah, c'est très compliqué, mais par ailleurs, on nous envoie plein d'autres personnes qui vont tout de suite être plutôt en harmonie avec qui on est. Donc c'est magique en même temps. Ça vient très très vite, ça, en ce moment, très facilement dans cette période. Et c'est le moment, en effet, de se regrouper, de vraiment dire, je pense, ce que l'on souhaite, ce que l'on veut pas, avec courage et détermination, mais avec beaucoup d'amour en même temps. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer l'émission, Lina Favre? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut vraiment que chacun puisse garder espoir dans cette période et que l'essentiel, c'est de ne pas se laisser entraîner dans une peur personnelle et collective, parce que c'est quelque chose qui déjà nous abîme personnellement, nous abîme collectivement, hein. On voit bien que de toute manière, on a de moins en moins de contact les uns avec les autres, en tout cas en termes physiques, et à force de vouloir se protéger de la mort, ben, on en oublie de vivre. Donc, non pas que je sois militante contre ou que je veuille dire quoi que ce soit contre ce qui se fait. Là encore, moi, je veux rester en dehors un peu de tout ça. Après, dans ma vie, je prends position quand il le faut. Mais c'est vraiment rester lucide, rester conscient, rester dans l'amour, rester unis. Et puis, on va en avoir encore plus besoin dans les mois qui viennent parce que là, on voit juste les effets sanitaires, mais il y en aura d'autres. Et franchement, les personnes qui ont des capacités de soins ou qui ont des capacités d'écoute ou qui sont qui que ce soit, je pense qu'on a besoin d'être là les uns pour les autres aujourd'hui. Et on aura besoin d'être debout à un moment donné pour aider ceux qui vont être complètement perdus, qui comprendront plus ce qui se passe, qui vont être dans le désarroi pour les aider à garder le pied et à passer le cap. C'est vraiment un message de ne vous branchez pas sur tout ce qui est négatif, le moins possible. Restez dans l'amour.
Donc, L'envol vers soi, le premier livre qui nous amène à expérimenter sereinement l'ascension vibratoire de la Terre et de ses habitants et habitantes, c'est publié chez Mama Édition par Léna, L-E-N-A, Léna Favre. Merci beaucoup, Léna. Merci Joël, merci à vous tous et puis meilleur que pour vous. Je crois que gardons notre lumière et notre joie et notre amour pour nous et pour les autres.